C'est une plaidoirie qui a été très suivie, à la fois sur le continent et au Proche-Orient. L'Afrique du Sud, devant la Cour internationale de justice de l'ONU, c'était jeudi 11 janvier à La Haye. La nation arc-en-ciel accuse Israël de génocide dans la bande de Gaza. Sur quoi peut déboucher cette plainte et quelle est sa portée historique? On en parle dans un instant avec nos invités, le journaliste et président du site d'information Mediapart, Edoui Plenel, et notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir. Bonsoir. À tous les deux, soyez les bienvenus. On va d'abord écouter les arguments des deux parties devant la CIJ à La Haye. On écoute. Israël a des intentions génocidaires à l'égard des Palestiniens de Gaza. Cela ressort clairement de la manière dont l'attaque militaire israélienne est menée, qui a été décrite par mademoiselle Hassim. Elle est systématique dans son caractère et sa forme. Le déplacement massif de la population de Gaza vers des zones où elle continue d'être tuée et la création délibérée de conditions qui, je cite, conduisent à une mort lente. Il y a également un modèle de comportement clair. Les maisons familiales et les infrastructures civiles ont été prises pour cible et de vastes zones de Gaza ont été dévastées. Les bombardements, les tirs d'artillerie et les tirs isolés sur des hommes, des femmes et des enfants là où ils se trouvent, la destruction des infrastructures de santé et le manque d'accès à l'aide humanitaire. Ce qu'Israël cherche en opérant à Gaza n'est pas de détruire un peuple, mais de protéger un peuple, son peuple, qui est attaqué sur de multiples fronts. Slimane Zeguidour, Edoui Plenel, merci d'être avec nous. Alors, on va revenir sur les arguments juridiques, mais peut-être avant le rappel des faits. Qu'est-ce qu'il fallait démontrer ce jour-là devant la Cour internationale de justice et dans quel but? Alors, il n'appartenait pas a priori à la Cour de déterminer si Israël commet un génocide ou pas. Ça, la qualification de génocide est un processus qui prend beaucoup de temps. Non, la démarche prend acte du fait de se base sur la Convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide, qui établit que, à partir de certains critères, on peut considérer qu'une opération, en l'occurrence une opération militaire, peut prendre un caractère génocidaire. Et dans ce cas-là, et c'est ça le point, un des points les plus importants, il faudrait prendre des mesures conservatoires, c'est-à-dire décréter la fin des hostilités pour empêcher que les violences en cours dégénèrent dans un processus génocidaire et donc dans l'élimination de tout un groupe ou d'un pan d'un groupe humain. Et précisément, Edoui Plenel, sur les arguments présentés par l'Afrique du Sud, est-ce qu'au fond, il coche les cases pour démontrer une intention génocidaire ? Mais les arguments de l'Afrique du Sud, c'est ceux du droit international. En même temps que toute la communauté internationale, en 1948, prend acte de ce qui est arrivé ici en Europe, avec le crime incommensurable et unique qui est la Shoah, qui est le génocide des Juifs d'Europe. Et donc on dit, oui, il faut qu'il y ait un endroit où les Juifs puissent être en sécurité. En même temps, on proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention sur le génocide. C'est la même année. C'est la même année, 1948. Et donc, qu'est-ce que fait l'Afrique du Sud? Eh bien, elle fait ce que ne font pas l'Union européenne, ce que ne font pas les États-Unis. Des grandes puissances qui invoquent le droit international quand ça les arrange, au nom de leurs intérêts. On l'invoque pour l'agression russe contre l'Ukraine, et on a raison de l'invoquer. Et là, on ne fait rien. Des petits mots hypocrites, voire pire, on fournit des armements. On fournit des armements, tout ça, nous l'avons sous les yeux. Alors peut-être sur les arguments précisément présentés par l'Afrique du Sud et également contredits par Israël, je voudrais qu'on écoute une des avocates israéliennes qui répond, elle, justement sur l'aspect juridique de la plaidoirie de l'Afrique du Sud. On écoute. En guerre urbaine, des victimes civiles peuvent être la conséquence involontaire mais légitime d'attaques contre des objectifs militaires légitimes. Le droit international reconnaît cette réalité. En clair, ce que nous dit cette avocate, c'est que les victimes civiles dans la bande de Gaza sont simplement des victimes collatérales, ce qui peut arriver dans n'importe quel conflit. Est-ce que c'est un argument qui peut être entendu tout de même pour contrecarrer cette intention génocidaire présentée par l'Afrique du Sud ?
aussi bien dans les discours, et il a été rappelé devant la CIJ les paroles du Premier ministre Netanyahou, du président, du ministre des Armées, pas seulement des extrémistes racistes d'extrême droite qui sont actuellement au gouvernement en Israël, mais au cœur du pouvoir. Il a bien été dit que c'est un peuple qu'il fallait viser. C'est un peuple qui était concerné. Israël a le droit de se défendre. C'est un crime de guerre terrible qu'a commis le Hamas contre des civils. Mais la réaction ne vise pas le Hamas. Elle détruit tout un espace de vie qui concerne l'un des endroits les plus peuplés du monde, les plus denses, sur un tout petit territoire. Et on détruit tout. On détruit les lieux de vie, les lieux de sociabilité, les universités, les hôpitaux, les écoles, voire même les cimetières. Et donc, Israël a, je le répète, tout à fait le droit de riposter. Mais en fait, là, c'est une riposte punitive. C'est le peuple de Gaza, parce qu'il est palestinien, et c'est là où on en revient sur l'intention, c'est son origine, c'est un groupe national. Et vous l'avez dans le discours de certains responsables étatiques qui ont parlé même, vous le savez, d'une expulsion, que Gaza soit à nouveau vidé de ses habitants palestiniens. Et donc, il faut, je dis juste cela, le débat juridique est complexe et très lourd, aussi d'une dimension morale, mais au fond, il s'agit tout simplement de dire stop. Plus de dizaines de milliers de gens ont été déjà tués, blessés, disparus. Ce sont des civils pour l'essentiel, en majorité des femmes et des enfants. Ce ne sont pas des combattants du Hamas. Alors justement, la Cour internationale de justice a dit qu'elle rendrait sa décision, je cite, dans un délai raisonnable. Il n'y a pas de date encore. Slimane, quelles peuvent être les suites juridiques et même sur le terrain militaire et sur le terrain du droit international si l'intention génocidaire était retenue ? Alors, sur l'intention génocidaire, Edoui Plenel a rappelé comment des responsables israéliens avaient parlé d'animaux, de la Convention sur le génocide, dont ces 5 critères fixés qui déterminent et qualifient le crime de génocide. Il y a le fait, par exemple, de priver une population de nourriture, d'eau et des éléments fondamentaux qui permettent sa survie et sa pérennité en tant que groupe. Pardonnez-moi, je vous interromps, mais c'est précisément là-dessus que se fonde la plaidoirie sud-africaine pour expliquer qu'il y a une intention génocidaire. Elle se fonde sur un traité international qui a été signé par la plupart des États. Donc ce qui pourrait déboucher, c'est ce que cherchent aussi les avocats sud-africains, c'est qu'en prouvant qu'il y a un processus qui pourrait prendre un caractère génocidaire vu les prémices, les intentions, la violence indiscriminée, la violence massive, parce qu'on a détruit les logements d'1 700 000 personnes qui ne pourront même pas retourner dans leur logement. Donc si cela est complètement établi, on peut sur cette base, juridiquement, demander de mesures conservatoires, c'est-à-dire prendre des résolutions pour demander la cessation des hostilités, en attendant de suivre, de traiter tous les autres aspects annexes de la question. Est-ce que les États qui soutiennent Israël, notamment dans le commerce d'armes, pourraient, par exemple, être aussi... est-ce qu'ils pourraient être accusés de complicité, par exemple ? Je ne peux pas prédire l'avenir. Il faut simplement noter, au-delà du caractère juridique de ce débat, c'est un renversement géopolitique historique. Au fond, l'Occident a proclamer des droits universels, l'égalité, des valeurs dont nous nous revendiquons toujours, et en fait elles sont à géométrie variable. Nous ne les respectons pas dès qu'il s'agit de nous-mêmes, de nos intérêts économiques, voire d'alliés que nous envoyons dans le mur, car Israël ne sera pas en sécurité tant que les Palestiniens eux-mêmes ne seront pas en sécurité. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe qu'un pays qui est symbolique de toutes les causes de ce qu'on appelait le tiers-monde, des causes antiracistes contre l'apartheid, la ségrégation raciale, des causes anticoloniales, eh bien, c'est lui qui se dresse. Et c'est lui qui dit à l'Occident, cette réalité politique de la projection de l'Europe sur le monde, qui lui dit, vous savez, vos valeurs, vous les avez abandonnées. Vos valeurs, vous les piétinez. Et nous venons les défendre. C'est pour ça qu'on aurait dû, ici en France et ailleurs, traiter ça, mais de manière massive. C'est un événement à l'échelle de l'humanité incommensurable
que le fait que les valeurs universelles dont nous nous revendiquons, aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui vient, le pays de Nelson Mandela, la nation arc-en-ciel, comme vous avez dit, qui vient dans une plaidoirie très digne et avec un choral d'avocats très divers qui ont plaidé, qui vient dire, eh bien, c'est universel, nous, on en reprend le flambeau. Vous vous en réclamez, mais vous l'oubliez là. Eh bien, nous, on vient le défendre. Mais justement, d'ailleurs, une question peut-être que se posent beaucoup de gens ce soir. Pourquoi est-ce qu'il a fallu, depuis le 7 octobre, attendre que ce soit l'Afrique du Sud qui se saisisse, puisqu'au fond, les institutions sont là pour faire ce genre de plaidoirie, introduisent cette plainte pour qu'on discute ou pas du génocide en Israël, Slimane? Alors, il y a les souvenirs de l'histoire moderne de l'Afrique du Sud, où l'État d'Israël, alors que l'Afrique du Sud était un État paria, les différents gouvernements israéliens, y compris de gauche, n'ont jamais cessé une coopération militaire, sécuritaire, très très intense avec l'Afrique du Sud. Il y a déjà ce souvenir chez les Sud-Africains, qui a été souligné par Nelson Mandela, par Desmond Tutu, l'archevêque anglican qui a eu le prix Nobel. Donc il y a peut-être un souci de protester et pas une revanche, mais il y a un souci de rétablir une certaine équité. Et il y a aussi le fait chez les Sud-Africains que la question de l'ONU, par exemple, l'ONU qui incarne pour la première fois ces valeurs universelles en tant qu'institution internationale. Eh bien, Nelson Mandela avait émis déjà de son vivant, avait déploré que selon lui, les Nations Unies avaient perdu leur ascendant et leur prestige dès lors qu'elles avaient commencé à être dirigées par des gens issus du Sud. Le Péruvien Pérez de Cuellar, l'Égyptien Boutros Ghali, le Ghanéen Kofi Annan ou le Sud-Coréen Ban Ki-moon. Il y avait déjà une amertume chez Nelson Mandela, qui voyait que les grandes puissances, à commencer par les États-Unis, se montraient de plus en plus gênées, incommodées par l'existence d'un droit international qui posait des limites à l'arbitraire. Louis Plenel, ce sera ma dernière question. Peut-être revenons aux faits. Aujourd'hui, Netanyahou, le Premier ministre israélien, a dit que rien ne l'arrêterait, pas même la haie. On peut aussi rappeler que depuis plusieurs mois, le chef de l'ONU ne peut que constater, au fond, l'impuissance de son institution. Est-ce que cette affaire, est-ce que cette crise, qui est celle de la bande de Gaza, est-ce qu'elle peut annoncer, au fond, une faillite et peut-être une fin prochaine des institutions nées de 1945? L'enjeu, c'est celui-là. C'est 1948, c'est même la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez des théoriciens de la droite israélienne, dont un qui s'appelle Yoram Hazony, dans un livre « Les vertus du nationalisme », qui dit « il n'y a qu'un droit, c'est celui de la nation. Ce qui est bon, c'est ce qui est bon pour mon peuple. » Eh bien ça, c'est une boîte de Pandore terrible. Ça veut dire que c'est la logique du rapport de force, la logique de la puissance, et pire, aussi la logique de nations ethniques, de nations qui refusent leur pluralité, leur diversité. Et donc, il y a urgence par tous les moyens et toutes les bonnes volontés à arrêter cela, car ça risque de nous rattraper tous. Merci à vous. Et donc, on l'entend et on le comprend, de repenser notre système et nos institutions internationales pour qu'elles soient justes et égalitaires pour tous. Edoui Plenel, journaliste, président du site d'information Mediapart, Slimane Zellidour, merci à tous les deux.